Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Liliane Hiller-Pérez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Université Paris-Cité, directrice d'études à l'EHESS, et également avec nous Bernard Weisbrot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes traducteur, bibliothécaire, enseignant-chercheur en yiddish et en hébreu au centre MEDEM. Et tous les deux, vous avez travaillé à fabriquer un livre tout à fait remarquable et étonnant. Alors, il s'intitule donc chez Albin Michel « Le livre de poche de Salomon Ayman, Juifs, commerce et industrie entre Paris et Londres au XVIIIe siècle ». Un livre étonnant parce que c'est un livre qui entre dans un niveau de détail assez ébouriffant sur le travail textuel, le travail sur une source, sur un document tout à fait hors du commun, on va en parler, qui est le livre de comptes d'un marchand juif, pour le dire vraiment très vite, et on va entrer dans les détails. Et pour décrypter ce texte, il faut des efforts interprétatifs et des efforts linguistiques considérables. Et du coup, je dis aussi aux gens qui nous écoutent, c'est sans doute pas un livre, une lecture de plage, d'entrée en matière pour découvrir cette histoire. Il y a un certain niveau d'exigence et de technicité, mais c'est ça aussi qui en fait toute la richesse. Donc on va essayer de l'explorer avec vous. Peut-être pour commencer, Liliane Hiller-Pérez, est-ce que vous pouvez nous donner le sens XVIIIe siècle de ce titre « livre de poche », parce qu'évidemment le livre de poche, c'est pas le livre de poche justement qu'on emporte dans son sac de plage de romans policiers contemporains dans une collection de poches. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ce pocketbook sur lequel vous avez travaillé? Merci beaucoup. Alors d'abord, le pocketbook, c'est l'expression, le terme qu'emploie le marchand lui-même. Salomon Ayman dénomme son instrument d'écriture dans l'instrument lui-même. Donc c'est mein Pocketbuch. Et Bernard Weisbrot me corrigera si j'écorche un peu le... Vous avez bien prononcé. Il Merci écrit avec beaucoup. un B et avec un G. Et il écrit Buch à l'allemande et non pas avec un K à l'anglaise. Voilà. Et tout de suite, on voit plusieurs éléments. D'abord, c'est le terme. Alors, en fait, pocketbook, un terme a priori emprunté de l'anglais. Et en tout cas, c'est l'objet pocketbook qui existe en Angleterre, qui peut recouvrir en fait différents types de supports écrits. Il y a toute une gamme d'agendas qui se développe et avec la société de consommation, les échanges marchands et les mobilités qui peuvent servir à noter des transactions, des rendez-vous, toutes sortes d'effets de sociabilité, mais aussi des opérations de commerce, bien souvent. Ces agendas peuvent s'appeler notebook ou pocketbook. Et ils se présentent sous forme, on dirait, comme des petits carnets, alors de taille variable, et pourvus simplement peut-être de quelques indications imprimées de type calendaire, date, etc., mais surtout de réglures à droite, à gauche, et simplement des pages vides, vierges à remplir. En même temps, ce pocketbook, donc pocketbook, c'est ça, du côté anglais, notebook, pocketbook, et en même temps, ces pocketbook, notebook peuvent s'apparenter aussi à ce qu'on appelle du côté anglais des ledgers, des livres de compte, qui sont plutôt des registres, on va dire, de notre côté. Donc, Ayman ne dit pas mon livre de compte, il ne dit pas mon registre, il ne dit pas mon cahier, il dit pocketbook. Donc, c'est une formule un peu hybride qui laisse penser que ce qu'il a en tête, en fait, c'est plutôt ces livres portatifs qui se développent avec l'essor des mobilités, des transactions commerciales, mais aussi de toutes sortes d'annotations sociales. Et c'est très important parce que son pocketbook, en fait, il l'utilise pour tenir, inscrire, mémoriser son réseau tout autant que ses transactions. Donc, c'est vraiment un peu son carnet d'adresses, si on veut. Donc, la formule de l'instrument d'écriture qu'est le pocketbook est relativement hybride, puisqu'il lui sert aussi, malgré tout, à tenir des comptes. Voilà.
Et par exemple, des notations de lettres de change qui sont tout à fait récurrentes. Voilà, on va revenir sur les dimensions économiques et qu'est-ce que ça dit d'une activité économique. Vous venez en quelque sorte de normaliser l'objet pocketbook en disant finalement plein de gens en ont, au XVIIIe siècle ça devient courant, les coûts de fabrication de la papeterie, etc. Voilà, tout ça normalise les choses, mais il faut quand même dire au départ que celui-ci, il est absolument exceptionnel, et notamment pour des raisons linguistiques. Alors d'abord, où vous l'avez trouvé? Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qui en fait quelque chose d'exceptionnel? Donc, déjà, le terme pour terminer sur pocketbook, c'est Boeketboer. Et lui l'appelle Mein Boeketboer. Alors, rien que l'expression, et là c'est Bernard Westbrood qui sera bien plus calé que moi, Mein Boeketboer, c'est déjà une composition linguistique. Voilà. Donc, la manière dont Hyman désigne déjà son instrument d'écriture est une manière, on pourrait dire, plurilingue, multilingue, et qui va en quelque sorte constituer être représentative et presque emblématique de ce qu'est ce Boeketboer du point de vue linguistique. Donc Boeket à partir du moment où il y avait B et G pour remplacer P et K, on voit déjà que ce monsieur, on l'a découvert sur 1 ou 2 pages, était originaire d'Allemagne avant d'être à Londres et de faire le commerce transmanche à partir de 1764. Ça va entraîner une déformation de la prononciation des mots européens, et il s'est trahi par son écriture qui est quand même assez fidèle à l'hébreu. Et voilà, parce qu'il faut bien le dire, ce sont des caractères hébraïques. Voilà. Et du coup, c'est ce qui justifie tout un travail dans le livre de déchiffrement, on va y revenir. Ce sont des caractères hébraïques, et c'est malgré tout pas si courant aux archives de tomber sur un carnet, aux archives de Paris, de tomber sur un carnet en caractères hébraïques. Liliane Elière-Pérez, que fait un tel carnet aux archives de Paris? Qu'est-ce qu'il explique? Les archives... Parce qu'on a dit usage personnel, mais son usage aux archives, il témoigne du fait qu'il a dû rendre des comptes, cet homme-là. Absolument, absolument. Il a fait faillite en 1776. Donc on est dans le fond des faillites des archives de Paris, et plus précisément dans le fond de la juridiction consulaire, qui comporte des milliers de dépôts de faillite qui sont très bien identifiés et connus des historiens de l'économie, des historiens de Paris, et qui se présentent systématiquement sous forme de bilan de faillite avec actifs et passifs, généralement dans des grandes feuilles, des grands formats, ou alors des plus petits formats, des infolios rassemblés en espèces de cahiers. Donc toujours un bilan de faillite qui donne quand même déjà accès à tout un réseau de créanciers et de débiteurs. Donc le bilan de faillite est déjà très très intéressant, très utile. Il est chiffré, on peut avoir quelques adresses, quelques états, entre guillemets métiers. En tout cas, on a déjà un bon réseau à partir des bilans de faillite. Et avec sa chance, on peut avoir aussi d'autres documents, puisque le failli devait prouver sa bonne foi et donc montrer qu'il avait tenu ses comptes, qu'il avait suivi son affaire. Donc ça peut être des correspondances marchandes, ça arrive, il y en a, et dans notre cas, il y en a pour certains partenaires de Salomon Hyman. Et puis, le plus souvent, ça va être donc des livres de comptes, mais livres de comptes avec toute une diversité. Certains sont vraiment des livres de comptes bien mis en ordre, et puis d'autres sont plutôt ce qu'on peut appeler parfois des brouillards, c'est-à-dire des livres de comptes plutôt préparatoires qui éventuellement ont pu servir à une mise en ordre plus soignée. Et là, il est toujours difficile de s'avancer. On ne sait pas. Dans le cas de Hyman, on a le bilan de faillite et puis ce Boeketboer, qui peut paraître un peu désordonné, en tout cas qui ne correspond pas à un livre de comptes en bonne et due forme, qui a peut-être existé sans qu'on le sache vraiment. Et du coup, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans l'administration fiscale monarchique qui était capable de lire ça? Alors ça reste un mystère. Ça reste un mystère, d'autant qu'il n'est pas seul. Il y a quelques autres livres de comptes. Alors, en yiddish, ils sont appelés en hébreu aux archives de Paris, mais c'est hébreu moderne. Alors, et on dit yiddish, mais une fois qu'on a dit yiddish, on n'a pas dit grand-chose, et Bernard Westbrood serait bien plus savant que moi là-dessus. C'est des formes très adaptées. Ça peut être, en fait,
de l'allemand transposé en caractère hébreu. Voilà, c'est pas forcément du yiddish au sens où on l'entendrait depuis le XXe siècle. Donc il y a quelques archives moins densément remplies que le livre de contes de Salomon Ayman, qui est quand même écrit de manière très serrée sur 317 pages. Donc là, c'est tout à fait exceptionnel. Et même à l'échelle nationale, pour l'instant, on n'a pas... Alors, certains livres de contes ont été identifiés, et ils n'ont pas du tout été étudiés. Donc là, c'est la première archive comptable en, entre guillemets, yiddish, qu'on ait pu étudier. Du point de vue de la juridiction consulaire, ça reste un peu mystérieux. Les historiennes et les historiens sur le sujet estiment qu'en fait, il faut se défaire un peu. C'est sûr, c'est une juridiction, donc on est dans un espace très normatif, très réglementaire, mais malgré tout, d'après les historiennes et historiens sur le sujet, cette juridiction opérait avec beaucoup de pragmatisme. Et l'important, c'était qu'il y ait des traces, qu'il y ait quelque chose qui atteste, en fait, que le marchand tenait ses comptes. Mais il semble qu'on n'allait pas vérifier par le menu et que finalement, la juridiction pouvait s'accommoder du plurilinguisme. Mais ça reste, c'est une question en soi, parce que on trouve du yiddish, ou enfin, on va dire en sens très général, on trouve du yiddish dans d'autres écrits institutionnels à Paris, notamment du côté de la police et des enfermements. On a dans les fonds de la BNF, dans les fonds de l'Arsenal, des correspondances en yiddish de prisonniers qui sont tout à fait extensives. Et là, on sait que la monarchie s'est posé la question. Là, la monarchie voulait savoir ce qui s'écrivait aux prisonniers ou ce qu'ils pouvaient écrire. Enfin bon, il fallait instruire des procès. Donc l'enjeu était plus fort que pour les faillites. Et là, on sait, grâce aux travaux d'Ulrike Krampel, qu'il y a eu des démarches, des procédures mises en place par la monarchie pour trouver des traducteurs. Sachant que le yiddish n'est pas du tout identifié comme une langue, ça va pas marcher avec l'hébreu, ça va pas marcher avec l'allemand, donc ça pose une difficulté et l'administration va devoir faire avec et trouver, composer une stratégie pour pouvoir avoir accès au contenu. Mais ça veut donc dire, donc il faut en fait être conscient d'un fait qu'on n'a pas beaucoup à l'esprit, ça veut dire que le yiddish existe à Paris au XVIIIe siècle, qu'il est écrit et qu'il est parlé, puisqu'on a vu toute l'importance de l'oralité pour comprendre le pocketbook. Peut-être dernière chose avant de passer à la dimension déchiffrement, transcription. C'est pas un personnage inconnu, l'historiographie, Salomon Ayman, parce qu'il apparaît déjà dans des études sur des industriels britanniques, par exemple. Qu'est-ce qui fait que cette source-là, finalement, vous êtes tombé dessus, vous avez eu envie d'en savoir plus? Est-ce que c'est une note de bas de page dans un livre d'un collègue? Voilà, qu'est-ce qui a été le moteur, entre guillemets, de la découverte? Alors moi, je travaille sur les circulations techniques entre la France et l'Angleterre. C'est à partir de cette thématique que je me suis intéressée aux passeurs, aux brokers, comme on dit souvent maintenant, à tout ce monde, aux identités hybrides qui circulent de part et d'autre de la Manche, et notamment au réseau d'un industriel anglais qui s'appelle Matthew Boulton, dont le partenaire dans les années 1770 est bien plus connu que Boulton, c'est James Watt, l'inventeur de la machine à vapeur, avec son premier brevet de 1769, qui est permis grâce au financement de Boulton. Donc là, on est dans un partenariat très célèbre de la grande industrie britannique, sauf qu'avant de faire de la construction mécanique des machines à vapeur, Boulton fait de la quincaillerie. La quincaillerie, donc, c'est tous ces petits articles ces biens de consommation qui sont portés par une croissance exponentielle de la consommation intérieure, mais aussi extérieure, on sait nord-américaine, qui sont très liées aussi à la traite, à l'esclavage. Il y a de multiples marchés pour la quincaillerie et
Boulton se lance, et son père est déjà dans ce domaine, et Birmingham, c'est un des hauts lieux de cette petite métallurgie très spécialisée, de très haute qualification, extrêmement inventive, avec toutes sortes d'alliages, de traitements de surface, de composition. Et Boulton se lance dans la production massive, donc en montant une manufacture. Et il entend vraiment inonder les marchés, et notamment inonder les marchés européens. Et pour cela, il a besoin de relais. Donc ça va être des facteurs, des commissionnaires, mais de plus en plus, il va essayer de se passer du factorage, parce que c'est un intermédiaire qui coûte et qui a sa propre identité, sa propre autonomie, on va dire. Et donc il va essayer en quelque sorte d'internaliser, de faire en sorte que l'entreprise industrielle gère elle-même sa commercialisation. Donc on est dans un moment de bascule et de montée en puissance de cet industriel. Donc il va composer un réseau qui est aussi un réseau de sociabilité, parce qu'il va faire venir des tas de personnages de l'élite visiter sa manufacture. Il y a un hôtel pour accueillir les visiteurs, ça s'appelle l'hôtel de l'amitié. Il y a beaucoup de liens à la franc-maçonnerie. Il y a toute une sociabilité de l'élite qui se monte autour de la manufacture à Birmingham, dans le lieu qui s'appelle Soho, la manufacture de Soho. Et parmi tous ces réseaux qui correspondent à des multiples stratégies de commercialisation, de visibilisation, de reconnaissance, de prestige aussi de Boulton, il y a ces vendeurs juifs et qui m'avaient intrigué. Voilà. Ces vendeurs juifs avaient été notés dans les années 1960 par un historien anglais remarquable qui s'appelait Eric Robinson. Eric Robinson avait vraiment eu une intuition excellente. C'est-à-dire qu'il avait compris que dans toute cette dynamique d'échange entre Boulton et le continent, ce que faisait Boulton, c'était pas seulement de déverser des produits et éventuellement d'opérer ce qu'on dirait de nos jours des transferts de technologie vers le continent qui seraient entre guillemets à la traîne. Au contraire, en fait, ce qu'avait repéré Robinson, c'est que Boulton s'inspirait et faisait vraiment de la captation des savoirs du continent. Il faisait venir des ouvriers, des artisans, des ouvriers qualifiés, de l'outillage, des matériaux, et ça a été tout à fait confirmé, puisque maintenant on connaît, ils ont été numérisés, on a les notebooks justement de Matthew Boulton, et on sait tout ce qu'il note quand il vient sur le continent. Et il rencontre à ce moment-là, donc en 1765, Salomon Ayman, et il lui demande « Allez vous renseigner sur tel ou tel procédé, toujours dans la petite métallurgie ». Donc ça, c'était un acquis très très important de Eric Robinson. Donc non seulement il montrait qu'un industriel anglais phare qui va s'allier à James Watt, qui est vraiment un peu le représentant de la révolution industrielle dite anglaise, en fait dite anglaise parce que les savoirs viennent du continent. Donc, on est dans quelque chose qui décentre et qui recadre un peu le discours sur révolution industrielle anglaise et qui s'appuie largement sur des savoirs artisanaux et notamment parisiens dans les milieux du luxe. Donc ça, c'était déjà un point très fort de Robinson et magistral. Dans les années 60, on était vraiment dans une époque où on magnifiait en permanence l'exceptionnalité anglaise, la supériorité anglaise, comme ça, on disait. Et le deuxième point, c'est que Robinson note que Boulton s'appuie sur un réseau de vendeurs juifs. Voilà. Alors ça, c'était intriguant. Et Robinson, là, n'a pas vraiment fait son sort à cette question. Il le note en bas de page. Donc il note, il repère Ayman, la famille, les frères Oppenheim, etc. et d'autres. Mais il note en bas de page, de toute façon, c'était normal parce que les Juifs étaient dans la quincaillerie et voilà, il n'y avait pas lieu de s'interroger à ce sujet. Donc en fait, la judéité des partenaires commerciaux en France de Matthew Boulton n'était pas un sujet en soi, n'était pas un sujet d'étude, c'était un détail abordé en note de bas de page. Et moi, c'est ce détail qui m'a intriguée parce que en travaillant sur les réseaux de Matthew Boulton, et en me demandant si aux archives de Paris, par hasard, je ne trouverais pas. Donc j'avais mes listes de membres du réseau de Boulton et je confrontais
au fichier des faillites à Paris. Je me disais, bon, par hasard, je vais peut-être trouver des livres de comptes de partenaires de Boulton en France, et ça m'intéresserait bien. Et je tombe sur Salomon Ayman. Et là, l'archive que j'ai sous les yeux, c'est ce Boquet-de-Bourg qui est densément écrit, dans une écriture qu'à l'époque je ne pouvais pas lire parce que je n'étais pas du tout yiddishophone. Et donc, là, je me dis, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a quelque chose de très dense sur une douzaine d'années, que Boulton, qui est listé dans le bilan de faillite, est bien là. Donc, j'ai bien le bon personnage, il s'agit bien de lui. Et ça va pas être juste une note de bas de page. Il y a 317 pages, quelque chose de très dense, un réseau énorme, des circulations incessantes entre la France et l'Angleterre, toutes sortes de relais. Et surtout, le Boquet-de-Bourg est écrit en caractère hébreu, donc c'est du yiddish entre guillemets. Donc, la judéité de Salomon Ayman me saute aux yeux. Et donc là, je me dis, il faut faire quelque chose avec cette révolution industrielle dite anglaise, ce Boulton qui s'entoure, qui est à Birmingham, qui s'entoure de partenaires juifs, et la judéité qui est incontournable d'un de ses partenaires. Et du coup, vous avez contacté Bernard Weisbrot, en tout cas ça s'est mis en place, un travail à deux, de long cours, pour élucider ce texte. Tout à fait. Je crois qu'à l'époque de Louis XV, un juif ne pouvait pas tenir boutique, et donc la position de courtier était la seule possible pour Salomon Ayman. Et il le fait dans les deux sens. Et du coup, il y a eu tout un travail sur le texte lui-même. Alors déjà, ce texte, est-ce qu'on peut dire un peu comment se présente l'objet ? L'hébreu s'écrit de droite à gauche, les langues latines de gauche à, ou les langues européennes majoritaires, disons, de gauche à droite. Donc du coup, comme il y a les deux parfois mélangés, j'imagine que ça fait un truc assez hybride. Les pages, il y a quelques reproductions dans le livre, on voit qu'il y a des traits, on voit qu'il y a il y a toute une organisation graphique. Donc en première approche, à quoi ça ressemble avant d'entrer peut-être dans le travail que vous avez effectué ? Ce n'est pas une comptabilité. On a un tiers du livre qui se compose d'expéditions, de factures recopiées à la main par Salomon Ayman, et il y a le total de la facture, une vingtaine d'articles, des douzaines de colliers, etc. Vous retournez le livre, il y a aussi quelques factures, mais il y a énormément de lettres de change avec des dates d'échéance. Soit des dates de paiement à Londres pour des clients français, soit l'inverse. Et donc, on croit qu'on a affaire à quelque chose de très ordonné, mais c'est vraiment un aide-mémoire. Un aide-mémoire. Et on a peut-être 1 pour 1000 de mots en caractère latin. En général, c'est des noms de personnes assez difficiles à orthographier avec le système des consonnes hébraïques. Et donc, on a des gens, Bernheim, Oppenheim, etc. On a un monsieur Alper, avec un P, Alper, tailleur, etc. Donc, on a très peu de caractères latins. On a du caractère hébreu, mais au début, ce qui nous a frappé, on a du language shifting à toutes les lignes. C'est-à-dire, vous avez Vav, 6, Dutzend, allemand, douzaine, allemand. Ensuite, earrings, on a reconnu earrings, c'est des boucles d'oreilles qu'on expédie de Paris à Londres. Alors, fer à cheval, il y a un motif de fer à cheval sur la boucle d'oreille, très bien, on est retrouvé dans le français. Et puis après, on donne le tarif toujours avec une lettre hébraïque, mettons Raf, Aleph fait 21, livre, voilà, du français, voilà, la tout ça dans une même phrase, voilà. Tout ça dans une même ligne. Voilà, c'est ça qui est fascinant. Et alors, on a, 21, Dutzend, encore une fois, douzaine en allemand, et puis, à la fin, on a le résultat, 21 fois, je ne sais pas combien j'ai dit là, on a le résultat en chiffre arabe. Donc, voilà comment ça se présente. On a des pages entières dans les autres 2 tiers du livre où il y a, pour machin, je dois... une lettre de change de temps, échéance fin juillet, fin août, fin septembre. Voilà. Donc, c'est un peu hybride. Et des fois, on a rarement un renseignement très précieux. Il ne faut pas que j'oublie de payer à Jonathan les... c'est auto-prescriptif.
Voilà, autoprescriptif. Oui, c'est un aide-mémoire à plusieurs temporalités, à la fois des transactions anciennes, parce que ça s'étale sur une douzaine d'années, absolument. et puis des choses plus immédiates, parce qu'il ne faut pas oublier ça à l'occasion de mon voyage dans tel endroit, je vais voir tel type, et il faudra que je lui donne ça. Mais le plus précieux de tout, c'était ce qui sortait des transactions commerciales ou financières de Salomon Eman. Il ne s'agit pas de ses achats ou de ses expéditions de boucles d'oreilles ou de ses achats de chênes de Birmingham ou de ses lettres de change à payer à la foire de Guibray ou ailleurs. C'est une dette contractée par son frère où on dit Ben Haïm et on nomme le père. De la fratrie. Et encore plus utile, on a pour les fêtes juives Rosh Hashanah, Shavuot, Pessah, eh bien on a des expéditions. Une guinée et demie, 3 louis d'or, soit au rabbin, soit à son père, son vieux père, soit à des veuves qui habitent la région d'Ansbach. Alors il y a 5 villes qui sont nommées dans l'archive, et ça c'est extrêmement précieux. Bon, il y a également, pour attester de la judéité de notre ami Salomon Eman, une vingtaine de dates en calendrier hébraïque. Dont les fameuses dates de fête pour lesquelles il voulait faire plaisir à son frère. Donc, voilà comment ça se présente. Il y a 30% de factures parisiennes, marchandises, ou anglaises. Bien. On a 60% d'échéances de lettres de change, mais alors, on a également quelque chose qui appelle des règlements de compte, c'est-à-dire on s'assied à une table, soit à Londres, soit à Paris, et puis on discute et on appure les comptes. Eh bien, soit c'est l'un qui reste redevable à l'autre d'une vingtaine, une trentaine de livres, ou d'une trentaine de livres sterling. Voilà. Donc, voilà la composition, la teneur du livre, qui n'est pas du tout une comptabilité, il n'y a pas de plus-moins. Et les dons à sa famille. Et donc, on ne pouvait pas passer à côté de l'archive. Il y avait absolument besoin de tout déchiffrer, dans la mesure où à certaines pages, il fait le compte de tout ce qu'il avait comme frais en 1971-72, mais ça s'élève à 60 000 livres tournois. Ouais, c'est énorme. Donc, on dit, c'est pas un petit colporteur. Et c'est ça la grande portée du travail de Liliane, c'est qu'on est sorti de l'image du quincaillier colporteur de Paris, surveillé par la police, qui doit changer de logement tous les 6 mois, et qui pointe devant le commissaire Bouot, là-bas, à Bastille, qui note pieusement sur son registre à qui il a affaire. On a un registre qui n'arrête pas de faire du language shift. Un carnet de notes. Livre de poche, ça prête à confusion, mais un carnet de notes. Et alors, ce qui est très propre là-dedans, c'est que quand il a 2 dates différentes, il y a un grand trait pour séparer. Ça, c'était le 27 juillet, et ça, c'est le 28 juillet. Voilà, on fait des traits. Donc ça, c'est vraiment très important à noter, parce qu'il y a toute un courant d'études qui s'est développé sur les comptabilités marchandes médiévales modernes. Et on peut dire que dans le corpus qui est actuellement bien étudié, bien connu, le livre de comptes de Salomon Eman est vraiment un livre au jour le jour pour lui-même. Et quand il dit Mein Pocketbook, Mein, il faut vraiment le prendre au sens propre. C'est vraiment pour lui, c'est le sien, dans lequel il écrit à la première personne et qui ne va servir qu'à lui-même. C'est presque un instrument de commerce. C'est un instrument presque manuel. Il le transporte avec lui. Il y a c'est un livre qui est très simple, qui est très banal de facture, en parchemin assez abîmé, qui a circulé, mais qui ne dépareille pas d'autres livres de comptes, mais qui se présente vraiment dans sa forme la plus rudimentaire, c'est-à-dire au jour le jour. Je tiens au jour le jour et j'essaye de me rappeler ce que j'ai payé, qui me doit. Voilà, c'est son aide-mémoire quotidien au jour le jour et qu'il transporte. Il y a vraiment l'idée de la portabilité. On s'intéresse de plus en plus en histoire à la scripturalité portative. Il y a beaucoup de travaux actuellement, que ce soit dans le domaine d'histoire des sciences, d'histoire de l'administration, de la constitution des archives, avec l'idée que un dépôt d'archives comme celui de la juridiction consulaire, en fait, doit pas être seulement saisi à travers sa sédentarité, son inscription dans Paris, mais qu'en fait, ce dépôt hautement parisien et ancré dans l'économie parisienne, il est en fait
à mettre en lien avec toutes sortes de circulations, c'est-à-dire que les archives même dont est composée cette juridiction consulaire sont des archives qui ont circulé. Donc, on est vraiment dans un monde de la mobilité. Je voudrais juste rajouter, au jour le jour, c'est valable pour le premier tiers où il y a les factures recopiées par la main de Eman. Et après, notre Salomon Eman, il prend l'habitude de dire le bill parcel, le bon de livraison, il est dans mon pocketbook. Alors, on les a plus. Mais lorsqu'il s'agit des dettes, eh bien, voici ce que j'ai à payer pour des commerçants de Londres, août, septembre, octobre 1769. Et alors là, il annonce en haut de page, c'est pas le fourre-tout, hein, il annonce en haut de page, et on a sur 2, des fois 3 pages, eh bien, des dettes ou des obligations de paiement qui se succèdent. Donc la partie financière est plus structurée, si on peut dire, alors que la partie commande et expédition, voilà, les expéditions groupées. Enfin, j'entre pas dans les détails parce que c'est merveilleux. Alors, justement, pour pouvoir restituer tout ça et toute cette complexité de ces circuits économiques, d'un acteur économique en lien avec plein d'espaces, plein de domaines, etc., il a fallu déchiffrer. Et pour déchiffrer, vous écrivez à un moment dans le livre, et ça m'a frappé, qu'une des pages a été votre pierre de Rosette, oui. Parce qu'au départ, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles ou pas lisibles, parce que c'est des caractères hébreux, mais ce n'est pas la langue hébraïque, ce n'est pas l'hébreu qui est noté, c'est en hébreu, une autre langue qui est notée. Cette langue, elle est parfois du français ou de l'allemand ou de l'anglais phonétique, donc il faut arriver à comprendre ça. Donc comment vous avez travaillé, comment ça s'est fait, voilà, tel Michael Chadwick et Ventris qui ont déchiffré le linéaire B crétois dans les années 1950. Voilà, là à votre échelle, vous avez fait ça. Donc comment ça s'est passé ce déchiffrement? Avant de vous le dire, je précise que finalement, Salomon Eman, il pense en syntaxe allemande. Voilà. Et quand vous dites plurilinguisme, c'est plutôt language shifting, c'est-à-dire que quand il alterne le français, l'allemand et l'anglais pour décrire une douzaine de boucles d'oreilles, eh ben c'est comme ça lui vient. Mais lorsqu'il y a des transactions plus touffues, à ce moment-là, on aura des vraies phrases avec des propositions relatives, etc. Alors donc, comment on a fait? On a commencé par passer des chiffres arabes à l'alphabet hébreu. Donc la numération hébraïque permet effectivement de s'y retrouver. Hein. Si on a 120, c'est le résultat de 5 fois 24. Hein. Vous aviez 5 douzaines à 24 livres à la douzaine, tout va bien. Donc vos chiffres arabes vous permettent de contrôler déjà la forme des caractères graphiques purement de l'alphabet hébreu. Alors là, on s'aperçoit que le de et le ze sont très souvent semblables. Le aleph qui fait a ou o, ou qui rallonge certaines syllabes, eh bien, on le confond avec le MM. Donc, ça, c'est la première difficulté. Alors, comment est-ce qu'on en sort? Eh bien, à part le système des chiffres, il faut essayer de trouver les noms de villes. Si on a London, on comprend 2 choses. Il s'agit de Londres, bien sûr, mais il va nous sauter, comme en hébreu, Salomon Eman, il va sauter certaines voyelles faibles. Numr, eh bien, c'est Numr. En allemand, il faut un E très faible, mais lui, il ne le met pas. Donc, il y a déjà dans son idiolecte un flou entre l'hébreu et les langues européennes. Bien. Ensuite, une fois qu'on a cru retrouver l'alphabet, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde les noms de villes, effectivement, London, Toulouse. Et alors là, je vais assez vite. On a tout. En français, on dit bref, brève, mais tous ces doublets-là, on les a. Le Havre et le Havre, dans les graphies, on ne peut pas déduire exactement comment Salomon Eman prononçait, mais il hésite entre le Havre avec un V et le Havre avec un F. Donc, voilà, on peut imaginer vaguement comment il prononçait. On sait qu'il prononçait de travers, puisqu'il écrit de travers. Et une fois qu'on a terminé avec les villes, on peut prendre des noms de rues. Alors, à Paris, le Bont au Chache. Non, désolé, il y a un pont à Paris qui commence avec che, c'est le pont au Change. Et ça nous permet de découvrir que Salomon Eman ne se contente pas de reprendre l'alphabet hébreu et les voyelles hébraïques quand il a le temps de les mettre. Il invente des graphèmes composés pour sortir les nasales du français. En, un, ouin, ou, on, etc. Et donc, on découvre petit à petit, grâce à des mots imparables,
le plus clair, on se demandait est-ce qu'on a un monsieur Guérin ou Guérail? Eh bien, c'est Guérin parce qu'il écrit la rue Saint-Marteil. Le même double iode lui sert à dire Ei, Aïe, et s'il met un Aleph après, un. Rue Saint-Marteil, il n'y a pas à Paris. Tout le monde connaît la rue Saint-Martin. Et comme déjà, avec son Boguetbourg, il sait que les D et les T, hein, Taylor, hein, le fabricant de seaux en Angleterre, on sait que c'est Taylor. Hein, bon. Eh bien, on sait que les D et les T, ils s'échangent dans les deux sens d'ailleurs, peu importe. Hein. Eh bien, on sait où on en est. Et alors maintenant qu'on a ces habitudes graphiques avec toutes leurs fluctuations, bon, en plus de la mobilité de l'hébreu, le même caractère, si vous ne le ponctuez pas, il peut faire che et se. L'autre caractère, il peut faire beuve. L'autre caractère, il fait comme bref et bref, n'est-ce pas? Et puis un autre caractère fait cheuke. Donc toutes ces possibilités, ça fait que quand vous avez un mot, eh bien il faut essayer 32 possibilités facilement et puis se demander alors dans quel lexique on va trouver ça. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a son système graphique avec toutes ces variantes possibles et imaginables, on peut s'amuser à retrouver des personnes. Et là, je vais commencer par les prénoms. Vous avez des fois l'orthographe d'Ovid avec un kamatz pour Dalet, Vav, Dalet, en 3 lettres. Et puis des fois, vous avez Tafet. Dalet, A, fait Ain, Tes. Hein? Alors ça peut être David, ça. Parce que, hein, David. Et des fois, on pourra avoir David aussi. Vous avez Roger et vous avez Rocher. Alors, bon, je ne vous ai pas signalé, mais che et je, ça s'échange aussi. Donc, vous aurez un Roger anglais et vous aurez un Rocher français. Et suivant qu'ils mettent un iode pour un E faible et un ein pour un E fort, on aura la place de l'accent tonique. Donc, une fois qu'on est capable de retrouver les noms, on va avoir les sources en langue européenne, c'est-à-dire, pour les commerçants parisiens, l'almanach Dauphin. Bon, en anglais, Taylor, ça se reconnaît, Bolton, on l'a reconnu, et puis il y en a d'autres. James Bond, il y a un certain James Bond là-bas, ça tombe très bien, on connaît. Hein. Et alors, à chaque fois qu'on se pose des questions, on va vers une source qui permet de vérifier. Et donc, maintenant, il faut identifier les partenaires. Alors là commence une histoire, alors avec les prénoms. Alors les prénoms, même que vous avez venant l'aîné, venant Cadet, venant Claude, venant Charles et venant le jeune. Ouais. Eh bien, on n'a pas été fichu de trouver 2 pages qui permettent d'éliminer l'un au profit de l'autre. Donc on a gardé. On a gardé les 5. Ça vous a pris combien de temps tout ça? Une dizaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années qu'on connaît le manuscrit. Ouais. Le premier déchiffrage avec la pierre de Rosette, on a fait le travail en 4 étapes. Graphie hébraïque, graphie caractère latin, prononciation possible, reconnaissance de langue européenne et traduction en français. Donc cette méthode, on l'a mise au point il y a 15 ans. Mais l'IUF nous a eu des gens qui avaient oui. nous a permis de travailler d'arrache-pied 5 années voilà. Et on n'a pas traduit. On a, décrypté et inventorié dans un fichier Excel et dans une base de données toutes les données exploitables. Et dans une base juriste. Voilà, et donc il faut dire aussi que c'est de la micro-histoire quantitative, et du coup c'est un des intérêts épistémologiques du travail. On ne pourra peut-être pas rentrer dans toutes les dimensions, mais un des intérêts, c'est justement de résoudre ce grand écart qui est celui de l'histoire quantitative traditionnelle avec de longues séries et des grandeurs macro, et puis du travail micro-historique. Carlo Ginzburg vient de décéder, et du coup c'est le regard intensif sur un cas. Et là, le regard intensif sur un cas est associé à des méthodes quantitatives, et du coup, ça permet de dire énormément de choses. Absolument. Ouais. Oui. Mais avant d'arriver là, si vous permettez, il fallait travailler pas seulement sur les noms, mais il fallait travailler sur les verbes et le fin du fin de toutes les langues, les prépositions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une fois qu'on a identifié que grand G, même si Salomon Eman croit bien faire avec son D muet, voilà, hein, et Thibaut avec son L muet, il se croit bien faire, c'est pas là le problème. Le problème, c'est de savoir qui expédie et qui reçoit. Et à ce moment-là, alors, quand c'est du passé, ich habe geschickt, ich habe bekommen, ich habe, bon, kibalti en hébreu des fois, bon, c'est facile, ça s'est passé, ça a eu lieu. Et il y a le présent pour dire je dois payer dans le futur.
ich habe zu bezahlen. Et l'autre, Boulton, muss mir gut tun, il doit me régler ces 2 lettres de change, voilà. Donc là, on a eu du fil à retordre, parce que Salomon, il connaît ces gens. Et il sait parfaitement qui lui doit et à qui il doit. Mais il n'est pas précis dans ses prépositions. Et il met, je dois payer pour Boulton, pour Cabasson. Cabasson a vendu la marchandise à Boulton. Je paye de la part de Boulton, mais il dit pour Phare. Et puis, ces espèces, elles vont être réglées. Elles sont pour Cabasson. Alors, il y a Anne en allemand qui veut dire à, et puis von, de. Hein, mais il n'est pas toujours assez précis, et on voit, il se comprend lui-même. Voilà. Et c'était ça le plus difficile. Il y a quelque chose de fascinant dans le livre et dans la démarche du livre, parce que tout ce qu'on vient de dire montre l'exceptionnalité du carnet de Hyman et son identité très spécifique de juif de Franconie inséré dans les réseaux marchands français et britanniques. Mais tout en montrant sa spécificité, il y a toute une part du travail qui consiste à déspécialiser les juifs. Absolument. Pour dire les juifs de l'époque moderne, c'est pas que des banquiers et des marchands de diamants, pour aller vite. Voilà, et la figure du juif acteur économique, en fait, elle est plus banale, plus universelle. On la trouve dans plus d'endroits que ce qu'on pensait. Voilà, on sort les juifs de l'époque moderne des clichés où finalement, même avec de bonnes intentions, certains auteurs ont pu les placer. Et en particulier les catégories Port Jew, Court Jew, etc., qui sont des catégories très englobantes. Finalement, c'est tout ça et pas seulement ça à la fois. Oui, et c'est vraiment très important, et je pense que c'est exactement ce que pointait Francesca Trivellato, qui est vraiment une très très grande historienne des mondes juifs à l'époque moderne, qui a travaillé justement sur des juifs de Livourne, je ne vais pas détailler ici, Corail contre Diamant, et puis récemment sur le mythe de la légende, comme elle dit, de l'invention de la lettre de change par les juifs, et donc là, du côté vraiment des représentations. Ce qu'elle pointait particulièrement, c'est qu'on a vraiment besoin d'élargir les corpus, de comparer les relations entre juifs et non-juifs dans toutes sortes de contextes, d'identifier des individus, d'identifier des marchands, des segments de marché, des filières. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de connaître les mondes juifs, et que pour l'instant on se fonde sur un certain nombre d'études qui sont excellentes, et notamment autour des port Jews, comme vous avez mentionné, toute cette dynamique portuaire et maritime de l'histoire économique et culturelle des Juifs, mais que même cette notion de port Jew, elle a beaucoup évolué, qu'elle est de plus en plus liée à une compréhension du rôle de la mobilité, de l'interrelation, du commerce interculturel, comme elle dit, et que ça recouvre une très grande diversité de situations. Et alors, par exemple, elle n'est pas la seule, une autre grande historienne qui est Loïs Dubin, qui a joué un rôle fondamental dans la mise en place de ce concept de port Jew, disait encore très récemment dans l'histoire de Cambridge History of Judaism, qu'il était vraiment nécessaire de développer des études régionales des Juifs, donc pas seulement à l'échelle... Alors forcément, on est tenté par l'échelle nationale parce que le cadre réglementaire, juridique, fait que la dimension nationale est incontournable, mais la dimension locale, la dimension régionale est très très importante, et elle invitait, notamment puisqu'elle est spécialiste des port Jews, à se pencher sur toute une pléiade de situations portuaires, et pas seulement de situations portuaires, on va dire d'espaces maritimes, de littoraux, de mers, pour dire les choses rapidement. Et je dirais que dans notre cas, on a un espace maritime qui est la Manche et mer du Nord, et que la Manche et la mer du Nord font très peu, quasiment pas partie des espaces maritimes qui ont été envisagés pour les port Jews. Et donc là, si on veut vraiment suivre les conseils de Francesca Trivellato, de Loïs Dubin, on a vraiment la possibilité de travailler sur un contexte très spécifique et sur un espace maritime, un espace régional au sein de l'Europe qui va constituer, donc on ne sait pas ce qu'il en sera fait ensuite après la lecture de ce livre, mais en tout cas qui va constituer un contexte, on va dire même très simplement un exemple
Voilà, qui va permettre de comparer et de poser quelques repères, quelques jalons, on espère, dans la compréhension du rôle des Juifs dans cette période de croissance du XVIIIe siècle. Et donc c'est tout à fait juste. En fait, on pourrait dire que Hyman, c'est presque un quincaillier comme un autre. Voilà. Est-ce qu'il y a une dimension évidemment pratique, et vous montrez dans le livre à quel point cette dimension pratique, elle se transforme même au cours de la pratique, parce que l'écriture change, au fur et à mesure qu'il y a davantage de produits, on trouve des nouveaux mots pour les écrire, etc. Est-ce qu'il y a aussi une dimension intime? On avait reçu à ce micro Julie Claus pour parler du carnet de Colin de Lormois. Voilà, ces types d'objets, ils portent quand même la marque du scripteur, il dit « mein Buch ». Voilà, dans quelle mesure il met de lui-même dans ce petit objet qui trimballe partout avec lui? La famille, je dirais. Oui. La famille, parce qu'il y a un frère à Dieppe, il y en a un autre au Havre, il y en a un troisième à Dunkerque ou à Calais. Et donc, il y a également la belle-mère et son épouse qui sont à Londres. Et il y a le frère de la belle-mère qui est très versé dans les contes aussi. Donc, c'est pas aussi riche, point de vue vie personnelle, que certaines correspondances comme Louis de Berlin, que Lien a trouvé dans les archives de Rouen. Mais il y a quelques petits détails qui montrent qu'il a d'abord sa famille, grâce à laquelle il travaille, pas seulement à laquelle il envoie des louis ou des guinées pour qu'il ne crève pas la faim au fond de l'Allemagne, mais ce réseau familial. Et il y a aussi à remarquer qu'il y a une garde rapprochée, parce qu'on n'a pas de nom de famille, on a des prénoms, avec des diminutifs. Josef Rieu, on a des diminutifs allemands du Sud, en le, on a des diminutifs afro-allemands en re, on a des diminutifs hollandais, et donc on a des Josef Rieu, des Abraham Re, et donc Leibele, et bon. Et tous ces gens-là, on n'a pas leur nom de famille. Alors si c'est le frère, on sait que c'est un Eymann, d'accord. Mais à part ça, on a beaucoup, évidemment, de signataires français des lettres de change, mais pas que. C'est-à-dire que même dans les expéditions et les transactions commerciales, expédition de marchandises, réception de marchandises, ou achat de marchandises, et même dépôt de marchandises chez sa logeuse, hein, ou des choses qu'il confie à son Scheigetz, comme il dit, à son commis, à son secrétaire à Paris, eh bien, on voit qu'il y a effectivement quelque chose, il y a un nuage autour de Salomon Eymann. Bien sûr, Boulton a parlé, les grands commerçants Grancher, Cabasson, Prévost, ces gros bonnets de la mercerie française, c'est merveilleux. Mais il y a aussi tout un petit réseau de petites mains autour de lui dans sa comptabilité pour endosser, avec tous les détails des prépositions dans lesquels j'entre pas, on voit qu'il y a pas mal de gens autour de lui. Et on n'entre pas dans sa vie privée, hein, mais presque. Presque, justement, avec ses commis, et c'est vraiment très très important, parce que ce qui ressort des quelques annotations, donc Eymann parle à la première personne, il parle de ses affaires, il parle de sa famille, des dons, donc on a quand même on peut rentrer à partir du livre de comptes dans cette dimension familiale, donc là dans l'intime, mais aussi on rentre presque dans son quotidien des affaires avec ses commis, et donc un homme et une femme, a priori, et ce sont des non-juifs. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, alors qui a été pointé par Laurence Cros pour cette ouverture et ces interrelations dans le monde des marchands merciers, qui est en fait un milieu... alors c'est une très grosse corporation parisienne, mais c'est une corporation qui est en plein renouvellement, avec beaucoup de nouveaux venus, beaucoup d'interrelations, et donc des marchands merciers qui n'hésitent pas à s'entourer aussi de commis, de nouveaux venus, et probablement de jeunes personnes de différentes origines. Et là, on a un peu un effet comme symétrique inverse, c'est que Eymann, comme marchand étranger juif, et doublement étranger à ce titre, emploie des non-juifs sur Paris. Et donc, dans le quotidien de sa maisonnée, on va dire, on a présence de non-juifs. Donc ça, c'est vraiment un élément qui plaide pour une compréhension extrêmement fine des systèmes relationnels. Voilà, on est à l'échelle de la maisonnée. On sait aussi qu'il est témoin dans un mariage, qui est le mariage
de l'un de ses plus grands partenaires, qui est un très grand marchand mercier qui s'appelle Jacques Moulin de la Bourdonnais, qui va se marier à la nièce de ce Cluzel qu'on a évoqué. Donc on est vraiment dans un mariage très endogamique dans le demi-mercier, et Ayman est présent. Et voilà, c'est pas du tout atypique, hein, c'est des situations que l'on rencontre dans d'autres contextes, notamment pour des port-shoes, mais voilà, c'est attesté. Ayman Ayman est vraiment inséré à cette société parisienne, pas seulement aux échanges, mais aux sociabilités, presque à une vie de quartier, entre guillemets, avec ses commis. Il est aussi invité dans un mariage de mercier extrêmement respectable, avec qui il est en interrelation très forte, et un monde mercier, en fait, d'après ce qu'on voit, d'après les autres bilans de faillite et faillites déposées aux archives de Paris, en fait, un milieu mercier qui travaille beaucoup avec des juifs. Et on pourrait dire que, donc là je pars sur un autre thème, mais on pourrait dire que avec Ayman, on a tiré un fil, on a mis le doigt sur un réseau. Bon. Mais dès qu'on ouvre d'autres faillites de marchands merciers, en fait, ce sont d'autres réseaux. Il y a très peu de recoupements, sauf les plus proches. Mais dès qu'on regarde le cercle un petit peu plus éloigné de contact de Ayman, on voit des marchands merciers qui tous travaillent avec des juifs sur Paris, et c'est pas les mêmes réseaux que Ayman. Donc on peut se dire qu'on est un peu dans un moment d'ouverture et d'une relative incertitude. On commence à comprendre que cette présence juive à Paris, en tout cas dans le domaine de la mercerie, elle est probablement plus importante que ce qu'on avait pensé, et qu'il y a de nombreux individus qu'on n'a jamais identifiés et qui ne recoupent absolument pas les listes de la police. Vraiment, c'est très très peu. Dans le réseau d'Ayman, il y a juste 4 individus qu'on retrouve dans les listes de la police dans les années 60 et 70. Donc ça veut dire que ces archives de la pratique, elles commencent à nous ouvrir sur autre chose, que ce soit à l'échelle de réseaux qui ne se recouvrent pas, ou à l'échelle vraiment très individuelle, intime, comme vous disiez, avec les partenaires les plus proches au sein de sa maisonnée, les commis, et on voit cette interrelation avec des non-juifs vraiment de manière très rapprochée au quotidien. Et ça veut dire que ce sont des personnes de confiance pour lui qu'il fait entrer dans sa maison, rue Beaubourg. Donc on est vraiment dans une vie sociale parisienne c'est travailler avec les juifs, c'est vivre avec les juifs et vivre chez les juifs, on pourrait dire, pour ses commis. Même si les juifs n'ont pas de synagogue à cette époque à Paris. Non, du tout. On voit à quel point une étude micro-historique peut ouvrir de très vastes horizons pour repenser la place des minorités, l'industrialisation, les circulations, les identités. Voilà, c'est vraiment un très très riche de ce point de vue-là. Et du coup, Salomon Ayman y rejoint Colin de Lormois, Giulio Cesare Chiesa, étudié par Giovanni Levi. Voilà, toute une série de figures comme ça dont des enquêtes micro-historiques se sont emparées pour restituer à partir de tout un monde. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez l'un et l'autre partager à ce micro ? Alors, moi, de mon côté, je trouve que vraiment l'un des ouvrages traduits en français qui me paraît le plus utile pour ces questions et toute cette ambiguïté en fait de la place des Juifs dans la société d'Ancien Régime en France. C'est le dernier ouvrage de Francesca Trivellato, donc Juif, qui a été traduit comme Juif et capitalisme. Naissance d'une légende sur l'invention de le mythe de l'invention de la lettre de change par les Juifs. Donc Francesca Trivellato montre que vraiment ce topos qui prend corps de manière très de manière systématique à partir du XVIIe siècle, qui se développe notamment dans toutes sortes de publications comme les dictionnaires de commerce et qui vont vraiment irriguer toute cette littérature marchande.
qui sont repris par toutes sortes de penseurs tout au cours du siècle, connaît une fortune variable. Donc, voilà, il y a des époques pendant lesquelles cette assignation identitaire de l'invention de la lettre de change aux Juifs, avec l'idée que les Juifs veulent ainsi masquer, rendre opaque, en fait, ont participé de l'opacité, de la complexité croissante des marchés financiers, des marchés du crédit plutôt. C'est une notion qui s'est affirmée à certaines périodes, sous la plume de certains auteurs. Et puis, il y a eu des moments où, au contraire, on a relativisé et on a mis à distance cette légende. On a essayé de la comprendre. On a essayé de comprendre aussi, comme on disait à l'époque, le rôle positif, le caractère presque innovant des Juifs. Donc, la légende a été lue, interprétée, réinterprétée de multiples manières. Mais ce que montre Francesca Trivellato, c'est qu'à la fin de l'Ancien Régime, il est devenu pratiquement impossible, à la fin des années 1780, impossible pour les Juifs de légitimer leur présence et leur volonté d'être reconnus dans la société française à partir des activités du commerce. Que c'est devenu vraiment un argument sulfureux qui n'est plus invoqué. Et donc, alors je ne détaille pas du tout ici, il faut être conscient que cette insertion, de Salomon Ayman dans cette société parisienne, dans ces échanges transmanches, cette insertion vraiment dans un circuit économique majeur, c'est pas une niche économique, c'est vraiment les circulations à travers la Manche, c'est vraiment, on est au cœur, dans l'un des cœurs de l'économie européenne au XVIIIe siècle. Son insertion dans la société parisienne avec toutes ces interrelations à l'échelle de la corporation des Merciers et jusque dans sa propre habitation et toute cette reconnaissance, et sachant que c'est quelqu'un qui a un bilan de faillite énorme, on est au-delà des 400 000 livres tournois, donc on est vraiment face à quelqu'un de très inséré dans les échanges, très inséré dans la société parisienne, très connecté à un monde non juif. Eh bien, il faut Francesca Trivellato invite à être très prudent, à ne pas tirer de conclusions hâtives entre l'insertion par le commerce et la reconnaissance plus globale, sociale, juridique et politique, c'est-à-dire à disjoindre, à comprendre que dans une même période, on peut avoir des processus très forts de commerce interculturel, de reconnaissance par des pairs en termes économiques et sociaux, et en même temps le déploiement, la relecture, le cheminement, le réinvestissement de clichés hostiles aux Juifs qui cheminent en même temps. Toléré. Les Juifs étaient tolérés. Moi, je vais en profiter pour citer un petit livre très utile, je pense, qui est le livre de Lisa Wapner et Pierre Savy, Brève histoire des croyances et préjugés antisémites, Absolument. qui condense dans une façon très lisible et très juste et très à propos à notre époque toute une série de ces éléments sur le capitalisme, mais pas seulement. Bernard Wiesbrock, vous avez un conseil également. Alors, j'ai fait une découverte cette semaine. Il y a un livre magnifique. On m'avait proposé de faire la traduction, que c'est du yiddish ancien, c'est du yiddish alémanisé de Hambourg du XVIIe siècle, un petit peu avant Salomon Ayman. Il s'agit d'une nouvelle traduction des mémoires de Gluckel Hameln, cette veuve d'un marchand très riche de Altona, par Michel Gaspard et Françoise Lyon-Camp. C'est pas qu'une traduction. Il y a une iconographie absolument époustouflante. Le quotidien de cette marchande, donc c'est du nord de l'Allemagne, elle est reliée à tout ce qui se passait à l'époque en Europe, aussi bien en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest. Et il y a un appareil de notes très important pour chaque chapitre. Et j'étais absolument ravi de voir que ça avait paru. Voilà. Merci beaucoup. On retrouvera toutes les références en ligne sur le site parolehistoire.fr. Merci à vous deux. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.